il marche, pardon. Donc, nous allons commencer cet atelier consacré aux questions de formation dans les régions, qui s'intitule « Quelle politique régionale pour sécuriser les parcours vers l'emploi ?» On pourra revenir sur ce titre pendant le roulement. Je vais me présenter, je suis Monique, je vais juste être dans l'animation de l'atelier. Oui, j'invite ceux qui participent à être bien prêts pour qu'on puisse échanger. Quand même, après nos intervenants. Je suis conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes, plus particulièrement sur la question des lycées. Là, c'est plutôt la formation continue, la formation tout au long de la vie que l'on va traiter. Et donc, je vais juste témoigner avant de donner la parole aux différents intervenants d'expérience de 2 mandats, où dans le premier mandat, dans la construction, on va dire, d'un projet régional qui permettait de prendre en compte la question de la formation tout au long de la vie, de l'accompagnement de parcours qui peuvent être différents en fonction des territoires, en fonction des secteurs, mais avec un cadrage régional. Mais autant sur les questions effectivement de décrochage scolaire que d'orientation, mais aussi d'apprentissage et donc de formation est extrêmement vaste. Il est encadré par la loi, mais on ne va pas rentrer dans les aspects trop techniques de la loi. En tous les cas, les intervenants pourront y revenir tranquillement. Et je voulais vous situer qu'on a vécu avec l'arrivée de Laurent Wauquiez pour nous en Auvergne-Rhône-Alpes, mais je crois dans d'autres régions, un cassage de la formation continue avec notamment plus rien sur les contrats territoriaux d'emploi-formation, qui mettaient vraiment un travail local, la suppression de ces contrats, mais aussi plus rien, ou en tous les cas des choses qui sont passées sur la question du rattrapage scolaire, comme la question de la valorisation des acquis d'expérience et des budgets extrêmement restreints sur ces sujets-là. Donc on a un état des lieux nécessaire et peut-être aussi surtout des propositions à faire sur comment revenir sur une formation tout au long de la vie qui prend en compte la question de la transition écologique. Donc je vais vous présenter nos 3 intervenants en essayant de ne pas m'envoler. Donc Denise Fèvre, qui est grenobloise, ex-élue, et qui est engagée dans la transformation des pratiques et des politiques de formation et d'orientation. Voilà. Philippe Perrieux, qui était ancien vice-président sous le mandat 2010-2015, ancien président de la formation et de l'apprentissage aussi. Et là, en Auvergne-Rhône-Alpes, hein, c'était Rhône-Alpes à l'époque, ce n'était pas Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Et là, Kribi Romdan, qui est maintenant conseillère régionale Île-de-France pour le groupe Génération et qui est l'ancienne VP chargée de formation pour l'apprentissage et emploi. Voilà, sous le mandat 2010-2015. Je vais leur poser une seule question et leur demander d'être très rigoureux sur le temps de parole qui doit durer 6 à 7 minutes parce qu'on n'a que 53 minutes d'atelier. C'est un petit peu justement qu'ils puissent nous donner un peu leur vision ou l'état dans lequel ils voient les régions sur ces questions de formation tout au long de la vie et l'action peut-être aussi du gouvernement sous ce mandat, cet état des lieux, et quelles propositions, et chacun ayant un peu des sujets spécifiques qu'ils aborderont sur ces questions de formation. Et donc, qui nous propose des pistes de travail que nous mettons en échange en discussion parce qu'on souhaite qu'éventuellement le public puisse faire des propositions de travail. Je donne la parole d'abord à Denise sur ce sujet d'un état des lieux et quelques pistes possibles. Bonjour à ceux qui sont là et à ceux qui sont en ligne, parce que je sais qu'il y en a qui suivent à distance cet atelier. Le mot emploi, le mot formation professionnelle, je m'étonne quelquefois qu'on n'en fasse pas un sujet plus important, parce que l'emploi, c'est juste la conséquence de la transition écologique.
c'est aussi quasiment ce qui va conditionner sa réussite, c'est-à-dire à quoi nous travaillons et comment nous allons construire aussi une transformation des activités professionnelles, des activités professionnelles et aussi d'identité professionnelle. Voilà. Donc, je dirais très vite, je voudrais, moi, mettre l'accent plus sur les liens de transition, un enjeu pour la transition écologique. Et je mettrai aussi un enjeu pour la transition des personnes. Et mon intervention, je la situerai surtout sur le pouvoir d'agir de tous les acteurs concernés, le pouvoir d'agir des territoires, le pouvoir d'agir des personnes. Mais bien sûr, je ne le citerai pas, mais d'autres le feront ensuite, c'est un thème aussi d'enjeu de justice sociale, le droit effectif, un accès à l'information, à un emploi digne, hein, avec lequel on peut vivre, à un parcours choisi. Quel que soit son âge, son genre, son handicap, sa couleur de peau, sa origine, son lieu d'habitation et sa situation, hein, de formation. Et là, on ne va pas faire la liste de toutes les inégalités, mais elles sont majeures. Et donc, il y a un vrai enjeu de justice sociale à travers ce thème-là. Voilà. Alors, moi, je voudrais simplement situer ce thème-là sur l'enjeu de la transition écologique. J'ai dit que je pense qu'on le sait. De quoi ont peur les gens quand on dit « Oh là, cette activité-là, il faudrait peut-être qu'on la réduise » ou bien de quoi ont peur les gens? Mais ils ont peur de perdre leur emploi, hein, ils ont peur de perdre leur métier. On voit bien que c'est un frein très, très important en termes de changement. Et il est évident que si nous ne construisons pas avec les personnes, avec tous les acteurs concernés, des modalités, hein, de transformation, des modalités de transition, hein, d'activité d'emploi, nous ne construirons pas non plus une transition écologique. Donc c'est un enjeu pour les activités économiques, lesquelles on veut développer, des nouvelles filières, des reconversions de territoires, l'arrêt d'activité, le développement de nouvelles. Donc je dis c'est un enjeu pour les territoires. C'est un enjeu de territoire aussi. C'est un enjeu pour la transformation du travail, des emplois, des droits des personnes, à la formation à un emploi digne, à un parcours choisi et sécurisé. Alors, c'est une des compétences de des régions, puisqu'elles ont, je vais citer, mais les outils, c'est les comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation, et c'est surtout aujourd'hui les contrats de plan régionaux de développement des formations et de professionnelles. Je ne veux pas m'attacher aux techniques ni aux procédures. Ce n'est pas les procédures qui doivent focaliser les attentions, mais c'est le processus de construction, d'action, le processus de coopération des acteurs et des filières et des territoires. Je reprends ce qu'a dit le maire de Los Angeles hier, il me semble, de l'action, de l'implication, de l'engagement, hein, pas de la consultation et de la participation. C'est ça qui est le facteur clé de la réussite de ça. Donc, comment les régions, elles ont à créer le cadre qui développe le pouvoir d'agir des territoires, des organismes. Les organismes, évidemment, bien sûr, on peut les citer, l'État, l'éducation nationale, les partenaires sociaux, donc les employeurs et les employés. Mais moi, je dirais aussi, et les personnes elles-mêmes. Et je citerai 2 ou 3 choses qui montrent les personnes elles-mêmes. Donc, la question, c'est comment on engage, hein, les territoires à se mobiliser sur des projets de transformation avec le volet emploi, formation, accompagnement, financé avec des critères de mobilisation du territoire. 1 minute. L'autre enjeu, et je citerai des choses que je connais. Je suis engagée dans Territoire zéro chômeur de longue durée. C'est ce que ça veut dire un territoire. J'ai l'exemple de Territoire orientant en Italie avec l'association dont je fais partie, et je sais ce que c'est qu'un territoire qui pour l'orientation de ses habitants. La deuxième chose, c'est l'enjeu pour les personnes à construire leur itinéraire, à évoluer, à changer, à se reconvertir, à valoriser leur itinéraire. L'orientation, ce n'est pas une injonction au projet. L'orientation, ce n'est pas l'information. L'orientation, c'est une injonction à l'adaptation. L'orientation, ce n'est pas un acte individuel, c'est
une construction collective, coopérative, qui permette aux personnes de comprendre le monde dans lequel on est, qui permette d'avoir une représentation d'un devenir possible, d'un avenir possible. Et c'est l'accompagnement ensuite, c'est pour les gens de s'essayer, d'expérimenter, d'aller voir, de rencontrer. Donc on voit bien que c'est une construction, une coopération d'un ensemble d'acteurs qui faire que ça existe. Et on peut le faire exister, y compris pour les jeunes qui sont scolaires, parce que la région si l'éducation nationale doit faire ça, la région aussi a un rôle de coordination sur tout ce qui est le travail d'information sur l'emploi. Donc elle peut avoir vraiment un rôle de mobilisation, là aussi, des acteurs, pour faire qu'on apprenne à s'orienter, on apprenne à construire son parcours, voilà, et qu'on apprenne à construire un avenir commun. Merci Denise sur ces éclairages courts, en tous les cas des permettent la place par rapport à ces expériences ou ces constructions territoriales. C'est très important qu'on revienne là-dessus peut-être après dans les propositions. Philippe, je te passe la parole sur quels sont les points sur lesquels tu veux notamment sur les risques, les choses sur lesquelles il faut qu'on travaille pour, je dirais, qu'on ait une formation qualité, une formation de la vie de qualité dans nos régions. Merci Monique. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence ici à Pantin ou à distance. 3 séries de remarques rapidement. Alors le titre, Monique l'a dit, il pourrait être discuté, la formation professionnelle et l'orientation économique régionale pour sécuriser les parcours vers l'emploi. Alors, je vais faire 3 remarques rapides. Une première remarque sur la notion d'emploi elle-même, une deuxième remarque sur la notion de formation et une troisième remarque qui me permettra de prendre un peu de recul sur la place des services publics et du marché dans ce vaste projet qu'est celui de la formation tout au long de la vie. Sur la question de l'emploi d'abord. Quand on parle de sécuriser les parcours vers l'emploi, de quoi on parle? Des emplois actuels, des emplois futurs? Est-ce qu'on parle d'une manière adéquationniste d'une politique qui regarde quels sont les emplois qui existent aujourd'hui auxquels il faut former les gens? Ou est-ce qu'on parle d'une manière plus prospective, des emplois qui pourraient exister, des emplois que des gens pourraient créer, des emplois que l'on pourrait enfin faire exister dans tout un tas de domaines, qu'ils soient sociaux, économiques? C'est pas clair et trop souvent la notion d'emploi est réduite à celle d'emploi économique existant dans une politique qui reste la politique d'offre. Cette notion d'emploi doit aussi être interrogée à la lumière de réalités qui sont des réalités auxquelles nous croyons, nous autres écologistes, par exemple celle du revenu universel. Après tout, pourquoi amener tout le monde vers l'emploi? On peut parfaitement imaginer d'amener un certain nombre de gens vers des activités qui ne soient pas des emplois et pour lesquels un revenu universel. On pourrait également interroger sur le statut du bénévolat. Moi, je suis très intéressé par le statut du bénévolat. Quelqu'un qui pourrait, tout en étant bénévole d'une association, percevoir des droits pour la retraite, par exemple. C'est une position que nous avons faite, qui est relativement peu reprise, mais qui me paraît importante. Donc, quand on parle d'emploi, il faut sortir de la vision MEDEF de l'emploi. Il faut sortir de la vision économiste de l'emploi. Il faut être dans une vision plus mobile, mobilisatrice. Il faut sortir de l'économie de l'offre pour rentrer dans les besoins sociaux et les initiatives sociales. Quels sont les besoins sur les territoires? Quelles sont les initiatives que nous portées? Et c'est l'interaction entre les initiatives et les besoins qui crée de nouveaux emplois, mais qui crée aussi de nouveaux métiers. Je pense qu'il faut aller vers de nouveaux métiers. Deuxième élément, autour de la notion de formation. Pour dire que cette notion de formation aujourd'hui, et ça va dans le sens de
j'ai dit dans le premier point, construit une forme beaucoup trop technicienne, technocratique, tributaire des référentiels de formation imposés par l'Europe, en termes de compétences qui ne font que très peu de place à tout ce qui relève du savoir-être et de la culture, qui considèrent qu'il faut appliquer la langue, les vocabulaires pour formater les personnes. L'employabilité se mesure à la capacité à passer un certain nombre de tests d'efficience qui permettent d'entrer dans un certain nombre de métiers. Cette vision technicienne de la formation est une vision que je trouve extrêmement pauvre. Et le fait que l'on diminue d'année en année comme une peau de chagrin tout ce que l'on a dit, formation générale dans la formation professionnelle, est un signal citoyen extrêmement négatif. Alors c'est vrai évidemment pour les lycées professionnels, ça ne vous a pas échappé que dans les lycées professionnels, on a diminué de 30% tout ce qui est enseignements généraux, mais c'est vrai aussi de plus en plus pour les formations professionnelles, où la dimension de culture générale est en plus sacrifiée au profit de compétences standardisées purement techniques qui garantissent ou sont censées garantir l'employabilité. Dans la notion de formation, il faut aussi, me semble-t-il, changer notre regard sur la personne. Un des enjeux, nous l'avons vécu avec Monique, c'est que quelqu'un qui est en simplement un futur professionnel qui se forme à des compétences. C'est un être humain, une histoire, qui a pu avoir des accidents dans cette histoire, qui a besoin de soutien, que ce soutien soit psychologique, qu'il soit social, qu'il soit médical, etc., etc., et qui, si on ne donne pas ce soutien, il va craquer, il va lâcher la formation. Et on va dire, regardez, regardez, ils suivent même la formation, ils n'en veulent pas de l'emploi, parce qu'on a mis un gamin de 25 ans, qui était broyé par un système scolaire qui ne marchait pas, que dans des situations sociales pas possibles, on l'a mis au fin fond d'un endroit où il ne voulait pas aller, sans lui donner un internat, sans lui donner un encadrement socio-éducatif, sans lui donner les moyens d'être accompagné intellectuel. Et au bout du compte, il se passe ce qui est prévisible, il craque, il lâche, il ne suit pas la formation ensemble. En réalité, nos formations sont faites pour des gens qui sont déjà formés ou des gens qui sont déjà en capacité de se former. Mais être en capacité de se former, ça ne va pas de soi. Ça va pas et ça demande une préparation, ça demande une propédeutique, ça demande un accompagnement. Nous avons aujourd'hui en France des jeunes ou des jeunes qu'on appelle les NEET ou les invisibles, peu importe, qui sont sortis de tous les radars, qui ont rompu avec toute structure traditionnelle de formation et qui ne sont plus en capacité psychologique et mentale pour former. Non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, non pas parce que, si tant est que le QI veuille dire quelque chose, est inférieur ou insuffisant, mais parce que leur histoire ne les a pas mis dans une position où ils savent comment adopter une position constructive et positive par rapport au savoir, mémoriser, transférer, s'efforcer de se projeter dans l'avenir. J'ai besoin plus que d'une minute. Dans cette vision de la formation, il faut aussi changer la vision des pratiques. Il faut une pratique de l'alternance qui ne soit plus juxtapositive, qui ne soit plus un moyen de fournir des stagiaires au patronat à bas prix, mais qui soit une alternance où l'on apprend réellement à mettre en œuvre ce que l'on a appris dans la partie théorique, et vice-versa, c'est-à-dire une alternance qui soit un moment d'apprentissage et non pas un moment de main-d'œuvre à bon marché. Il faut aussi des modalités nouvelles de certification et en particulier, il faut que la France prenne enfin au sérieux la validation des l'expérience. Il faut enfin que les universités acceptent de prendre au sérieux la validation des acquis de l'expérience, mais aussi l'école d'ingénieurs, mais aussi Polytechnique. Il n'y a pas de raison que Polytechnique échappe à la validation des acquis de l'expérience. Ça fait partie du droit pour chacun et pour tous à se former. Et puis je termine un mot, et j'aurai à peu près tenu mon temps, Monique, en disant que ce qui me semble se passer depuis 4-5 ans dans le domaine de la formation, et pas seulement dans celui de la formation d'ailleurs, c'est quand même une mise en marché systématique. Une casse systématique. Casse de l'AFPA, qui était un organisme de formation national dont on pouvait critiquer certaines modalités de formation, mais qui existait et qui proposait
des internats, des formations longues. 4, un certain nombre de formations dans les GRETA. Il faut que vous sachiez que les GRETA, qui assurent la formation professionnelle dans les lycées, sont en concurrence avec des organismes privés qui louent des hôtels Ibis à bas prix pour faire de la formation dumping sur le marché où les régions choisissent le plus souvent le moins disant. Et tout cela m'amène à un point qui me tient beaucoup à cœur, c'est que les écologistes ne pourront gouverner, ne pourront avancer que si, dans le domaine de la formation comme dans les autres domaines, ils sont capables de réinventer un service public. Un service public régional et national, un service public régional de formation a existé, un service qui soit ni une structure pyramidale à la soviétique, ni une mise en marché libérale, qui soit un service où les usagers soient considérés d'abord comme des citoyens et où les citoyens puissent travailler en commun à l'élaboration du projet qui les concerne. Mais l'élaboration du service public et le travail sur la construction d'un authentique service public de la formation professionnelle, ça me paraît un enjeu absolument de premier ordre. Merci Philippe. Alors, Ella, elle va aussi nous évoquer un point assez concret mais important, parce qu'il y a énormément de choses dans le domaine de la formation, et notamment sur les politiques d'insertion, sur leur accessibilité, sur la place des missions locales ou des initiatives aussi innovantes sur les territoires, des parcours qui peuvent être mixtes. Donc voilà, je lui laisse la parole sur tous ces sujets sur lesquels elle avait très envie d'intervenir. Très envie, je ne sais pas, mais je pense que ça peut être utile d'éclairer par une expérience récente et illustrée ce que vient de dire notamment. Alors moi, je suis conseillère régionale d'Île-de-France, pas dans le groupe Génération, je suis élue Génération, mais dans le groupe Alternative écologiste et sociale, qui réunit plus de 3 ans maintenant les élus Europe Écologie Les Verts et Génération. Et donc une aventure assez intéressante qui porte ses fruits, on le voit au quotidien, puisque nous sommes un des principaux groupes d'opposition, si ce n'est le principal groupe d'opposition face à la majorité de Pécresse depuis 2015. Et puis j'ai eu la chance d'exercer des fonctions exécutives. J'étais présidente du Conseil régional d'Île-de-France chargée de la formation, de l'emploi et de l'apprentissage, Monique Le qui a permis de mettre en place un certain nombre d'actions concrètes. Et j'avoue qu'on aurait voulu pouvoir, pour certaines d'entre elles, les pérenniser, parce qu'on voit à quel point les réformes récentes, depuis 2014, et puis ensuite la réforme de l'apprentissage, notamment 2000, parce que les politiques d'apprentissage maintenant, elles ne sont plus pilotées par les conseils régionaux, mais à la fois recentralisé, mais c'est surtout les branches professionnelles et donc le monde de l'entreprise qui est maître, si j'ose dire, de tout ce qui se passe en matière d'apprentissage, et donc CFA, les centres de formation d'apprentis, et ça change beaucoup de choses. Moi, je veux dire que cet atelier, il fait écho aux propos du président Macron, pas si ancien que ça. Il disait, pour un travail, il suffit de traverser la rue, allez donc traverser la rue et vous trouverez du boulot. Ça nous a renvoyé bien souvent, alors sous le quinquennat actuel et puis sous le précédent, à ce que disaient mes amis à l'instant, à une vision un peu adéquationniste, c'est-à-dire on disait non, mais finalement s'il y a autant de chômage, c'est parce que les compétences des gens ne correspondent pas aux besoins des entreprises, et que donc il faut revisiter l'appareil de formation, les circuits de formation, etc. Et donc, on a des réformes qui se sont succédées. Alors, sous Hollande, ce discours existait, puis il a continué d'exister et il s'est même amplifié, si j'ose dire, en confiant davantage de responsabilités, et Philippe le disait, aux entreprises. Moi, je suis assez favorable à ce qu'elles assument leurs responsabilités, à ce qu'elles financent de la formation, parce qu'elles bénéficieront qu'elles soient des compétences après. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est en réalité, ce que disait Philippe, une vraie marketisation du champ de la formation professionnelle. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, il y a eu des choses qui ont été dites sur la question de l'orientation.
juste en un mot dire, aujourd'hui quand on est un usager et qu'on ne sait pas trop, on a besoin d'une reconversion professionnelle, ou alors quand on est un jeune qui cherche un boulot, qui ne sait pas trop, qui est en situation de décrochage, ou qui est NEET. Les NEET, c'est les jeunes sans emploi, sans formation et sans école. C'est les Not in Employment, Neither in Employment nor in Training or Education. Donc, c'est les gens sans statut. Auxquels il faut qu'on puisse proposer des choses. Et ces jeunes-là, vous les connaissez, ils sont nombreux. Moi, je suis élue de banlieue parisienne. Et voilà, tous les jours, on croise des dizaines, voire des centaines, qui, bien souvent, ne franchissent même pas le pas de la mission locale. Parce que les missions locales, c'est elles qui sont obligées d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sans rien et qui cherchent un emploi, un stage, un contrat d'apprentissage. Donc les régions, elles ont cette compétence d'accompagner les publics. Depuis 2014, elles ont une compétence en matière d'orientation professionnelle, donc de pouvoir accompagner les publics, qu'il s'agisse des jeunes, des demandeurs d'emploi et même des salariés, vers une option de formation ou vers un nouveau milieu professionnel. Et nous, écologistes, qui sommes promoteurs de nouveaux métiers, de nouvelles filières d'activités, des métiers moins énergivores, on a beaucoup de choses à défendre de ce point de vue et j'espère qu'on aura l'occasion d'en échanger dans un instant. Nous, on prône aussi le fait que les usagers, quels qu'ils soient, quel que soit leur profil, n'aient pas à faire face à une multitude d'interlocuteurs séparés les uns des autres. Alors en fonction de si on est un demandeur d'emploi, Pôle emploi, Cap emploi, si on a une situation de handicap, la mission locale si on est jeune, la GIP, etc. Le fonds GESIF si on est salarié, enfin c'est plus le fonds GESIF en l'occurrence, si on est salarié, etc. Donc on a une multitude d'interlocuteurs et en fait si on n'a pas un bac+8 en circuit de formation, on n'y comprend pas grand chose. Donc il y a des territoires où ont été inventés des cités des métiers par exemple, où on arrive à réunir les interlocuteurs et c'est vrai que demain dans les régions dans lesquelles on aura à occuper des responsabilités, nous avons des choses à porter de ce point de vue là pour proposer des guichets où on trouve l'ensemble des services publics de l'orientation pour avoir un vrai label de service public régional de l'orientation. Ça fait en tout cas partie des perspectives et des options que nous pourrons proposer compte tenu des nouvelles compétences. Ouais. Rapidement, pour parler de l'apprentissage, on disait tout à l'heure que l'apprentissage, filière d'excellence, il faut savoir que 7 à 8 jeunes sur 10 qui passent par une formation en apprentissage ont un emploi dans les 6 mois qui suivent la formation. Ce qu'on arrive également à comparer, et moi je le vois beaucoup avec les publics très fragilisés de la politique de la ville, c'est que pour un même diplôme, on n'a pas les mêmes publics en lycée pro et en CFA. Autrement dit, on a un public qui connaît mieux les systèmes et les réseaux en CFA. Et en lycée pro, en général, on a énormément de jeunes qui sont orientés là par défaut. Parce qu'un CIO leur a dit qu'ils ne pouvaient plus suivre dans les filières générales, donc ils vont en lycée pro. Pour un même diplôme, on a des gens qui vont par vocation avec des équipements de pointe qui coûtent cher, des plateaux techniques incroyables, et puis des lycées pro. Donc on a un vrai travail à faire en matière de promotion de l'apprentissage, d'accès des publics les plus fragilisés à cette formation qui permet une insertion effective rapide. Puisqu'on parle de public fragile et qu'on a parlé des missions locales, je veux un instant m'attarder sur elles parce qu'elles sont mises en... Alors aujourd'hui, il se trouve que normalement devait intervenir à nos côtés le président de l'Union nationale des missions locales, Jean-Patrick Gilles, que moi je connais bien, et avec lequel on travaille notamment sur l'accès à l'emploi et à la formation des publics placés sous main de justice. Vous allez avoir un discours de droite ambiant, très sécuritaire, etc. Nous, à la région Île-de-France, on l'entend. La présidente de la région entend financer des prisons, etc., etc. Mais dans le même temps, elle affaiblit les dispositifs d'insertion professionnelle, les dispositifs de formation, d'accompagnement d'accès à l'emploi pour renforcer les prérequis des publics les plus fragiles. Moi, je travaille avec ces publics-là à la protection judiciaire à la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, sur les jeunes qui ont un profil délinquant. Et on se rend bien compte que les dispositifs qui leur sont proposés ne sont pas adaptés. Donc nous avons à imaginer dans les collectivités, dans les régions,
des SAS qui permettent de préparer ces publics fragilisés au droit commun. Ces jeunes qui sont fracassés par le système scolaire, bien souvent, et puis le système de l'insertion, pour lesquels il n'y a pas de réponse adaptée. Nous avons à leur proposer des choses bien plus adaptées. Il y a des plans nationaux, hein, Philippe pourrait le dire, mais aujourd'hui, sous Hollande, on avait le plan 500 000 formations. Aujourd'hui, ça a changé de nom, mais c'est à peu près la même chose. Le plan d'investissement dans les compétences, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros déployés, distribués, pilotés par l'État, mais aussi distribués aux conseils régionaux pour financer des actions d'insertion. Charge aux régions de faire. Je le dis parce que le principal levier de prévention de la récidive pour les personnes qui ont commis des actes délictuels, c'est l'insertion professionnelle. Donc le meilleur moyen de lutter contre l'insécurité et la délinquance, c'est évidemment de promouvoir le fait que les populations fragiles en question puissent accéder à l'insertion, à la formation et à l'emploi. Et là-dessus, on a de gros chantiers et de belles propositions à porter. Et j'espère qu'on en échangera. Oui. Bon, j'ai contraint nos trois intervenants qui vous ont proposé des solutions à la fois, je dirais des constats et des propositions, des solutions, des pistes, oui. Et donc, on voulait garder du temps pour qu'il y ait des échanges et des questions justement sur l'accès à la formation, sur il y a Charlotte qui passait un micro pour interpeller ou questionner ou donner un point de vue par rapport à des choses qui ont été dites ou sûrement peut-être par des choses que vous connaissez, soit dans vos territoires ou dans des trajets de formation, etc. Donc, on vous donne la possibilité là d'échanger puisqu'on sait qu'on a aussi un temps limité. Donc, essayez d'être succinct vous aussi pour qu'il y ait des réponses de nos intervenants. Est-ce qu'il y a des demandes de là-bas? Très bien. Quelles sont vos réflexions sur l'idée que le système qui fait ces formations-là fait qu'on est dans cette situation-là? Et donc se poser la question, est-ce que vraiment l'école, telle qu'elle est, elle a du sens encore aujourd'hui? Vaste sujet qu'on ne va pas traiter rapidement, hein. On va prendre 2-3 questions, parce que le débat sur quelle école n'était pas tout à fait prévu. Oui, bonjour Samuel. Dans ce qu'on propose dans notre programme de la transition écologique, on parle qu'effectivement, on pourrait créer 900 000 emplois. Est-ce qu'on inscrit ces emplois-là aussi au travers des cursus de formation qu'on pourrait proposer pour transformer justement notre économie et les emplois correspondants? Donc, parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'effectivement, on fait de la formation, mais par rapport à un existant, pas par rapport à ce qu'on se projette dans l'avenir. C'est ce que disait Philippe. Ah, pardon. C'est ce que disait Philippe. Je suis arrivé un peu en retard, alors désolé. C'est pas grave, pas grave. Une troisième question, et puis on va essayer de ne pas vous donner une réponse aux trois, mais que voilà, vous voyez quelle question vous répondez. Voilà. Très bien. Allez. Oui, bonjour. Il y a un enjeu, à mon avis, parce que avec l'innovation technologique, ce qui se passe, c'est que souvent, même s'il y a des qui se détruisent, il y a aussi des emplois qui se créent. Et par contre, il y a un déficit en termes de compétences et de niveau de technicité entre les emplois qui sont détruits et les emplois qui sont créés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de moins en moins besoin d'opérateurs, mais on a de plus en plus besoin de développeurs informatiques et de techniciens qui ont besoin de ces compétences. Du coup, quels sont les enjeux? Comment on peut répondre à ce problème-là, sachant que tout le monde n'a pas forcément l'envie ni les capacités de se lancer dans cette question-là? Ok. Merci. D'autres questions, même si j'ai dit 3, ça peut être 4 ou 5, et puis vous avez noté les points? D'accord. Ça va venir après. Bonjour, Éric Dedonvert, je suis employeur vert depuis plus de 23 ans. J'ai des stagiaires, des apprentis, on les intègre, etc. Mais on est dans des travaux de main-d'œuvre. Et contrairement à ce que tu dis, on a encore besoin de beaucoup de gens dans les industries de main-d'œuvre. On a besoin de plombiers, on a besoin de grutiers, on a besoin de serruriers, on a besoin de gens qui soient capables de poser des isolations, des fenêtres, etc. Et ce qui manque aujourd'hui le plus dans notre société, c'est des entreprises pour faire ça. Donc je dirais qu'aujourd'hui, nous, écologistes, la chose qu'on a à faire pour créer des filières d'emploi, c'est créer des entreprises. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait une vraie
mobilisation du peuple écologiste pour ne pas rester du haut de sa planète, mais de rentrer dans le concret, de monter des boîtes, de prendre son argent pour créer des trucs et faire qu'il y ait effectivement des filières qui se mettent en place. Sinon, c'est que du discours. Moi, ça fait 23 ans que j'ai créé ma boîte, ça fait 23 ans qu'on emploie et que je suis absolument tout seul dans mon métier de rénovation écologique, de création d'espaces naturels et il me manque des dizaines de collègues là-dedans. Il y a encore une question là, puis après on passera le... Ah ben peut-être au monsieur aussi. Vous voulez... Oui. J'avais pas vu que vous demandiez la parole. Oui, j'avais une question en fait par rapport à la reconnaissance du droit à l'expérimentation en fait sur les questions de formation, parce que vous parliez par exemple du fait de la nécessité de créer des SAS pour un certain nombre de publics pour accéder aux formations et les préparer justement à l'entrée en formation, et ça paraît évidemment essentiel. Aujourd'hui, il y a certains dispositifs comme les prépas apprentissages ou ce genre de choses, mais aussi par exemple des expérimentations comme les écoles de production, voilà, qui sont intéressantes, mais c'est des expérimentations qui sont encore très limitées, et j'ai l'impression que c'est pas forcément très soutenu. Par exemple, les écoles de production, aujourd'hui, les diplômes ne sont pas forcément reconnus par l'État et par l'éducation nationale, alors que ça prépare des diplômes, des bacs pro, des CAP, etc. Donc comment aujourd'hui on fait avancer ce sujet-là de la reconnaissance de ces expérimentations qui peuvent être menées au niveau local, et surtout l'essaimage au niveau d'autres territoires en fait de ces expérimentations qui ont pu marcher à certains endroits. Comment on fait, dont vous parlez, en sachant de pouvoir sur la nation. Comment on fait ce travail? Est-ce qu'il est politique? Est-ce qu'il faut conquérir des régions? Comment on répond aux besoins, on transforme les formations pour atteindre l'adéquation? Et deuxième question pour vous, sur les jeunes plus en difficulté, en marge, face à un tellement complexe, vous avez parlé de guichet unique, est-ce que vous pourriez développer un peu plus? Comment on fait pour aller vers ce public, aller vers, vous connaissez la société française, il faut aller vers les institutions. Les institutions n'ont pas l'habitude d'aller dans des quartiers, d'aller vers des publics en difficulté. Comment on change ce mode de cette façon de faire? Ok. Alors je propose que nos intervenants répondent pas à tout, un chacun, mais du coup qu'ils se répartissent. Je te donne la parole et puis Ouais, alors juste un instant sur la question du maillage territorial, des métiers, je sais plus, c'est une question qui venait par là, je suis navrée, je me rappelle plus. Moi, je voudrais parler de la notion de bassin d'emploi. Il y a des choses qui ont été expérimentées dans plusieurs régions, ça a été le cas en Île-de-France, on a découpé la région de France en 25 bassins d'emploi. À quoi ça sert? Sans être dans des logiques complètement adéquationnistes. Mais n'empêche que quand on se forme, l'idée c'est quand même, alors il y a évidemment individuel, mais moi quand je suis face à des jeunes qui cherchent une formation, c'est pour espérer travailler un jour. C'est évidemment pour s'éclairer, mais aussi pour travailler quand même, hein. C'est un peu la vocation de la formation. Et ces bassins d'emploi, ils permettent quoi? Ils doivent permettre, aujourd'hui c'est pas le cas, mais ils doivent permettre d'identifier dans un territoire donné, en prenant en compte la logique des transports et des mobilités, parce que quand on est écolo, on essaye aussi de faire en sorte que les gens n'aient pas à faire 2 heures de bagnole à l'autre bout de la région pour aller se former ou pour aller travailler. Donc il y a aussi la notion d'accès à la formation pas trop loin de chez soi. Moi je me rappelle que quand j'étais vice-présidente, on avait expérimenté pour la formation des salariés le fait que le CNAM puisse proposer, qu'on propose une offre de formation à 20 minutes maximum de distance de chez le salarié. Ce qui était, on a expérimenté ça pendant quelques années. Il fallait qu'on maille. Ça a coûté donc cher parce que les économies d'échelle étaient possibles. Mais on a réussi. Les entreprises présentes qui existent, l'idée bien de mettre les salariés ou les deux
former, même avoir une vision, faire la mise en place de l'orientation, puis dans ce territoire. Quand je vous qui connaît la clé, start-up réservé au bac plus polytechnicien. Et il se trouve qu'on a fait une expérimentation justement, et ça permet de répondre partiellement à ce que vous évoquez, pour monter une école du numérique inclusive, le métier du numérique, et je réponds un peu à ce que vous tout à l'heure, les numériques recrutent y compris des gens sans qualification, enfin avec très peu de qualification, professionnels, assistants. Il y a beaucoup d'opportunités en emploi dans les administrations, dans les entreprises, etc. On a monté à titre expérimental, et ça s'est pérennisé du coup, une école inclusive du numérique qui accueille des publics mission locale, bénéficiaires du RSA et jeunes sous main de justice suivis par la protection de la jeunesse. Public donc de personnes plus âgées puis de jeunes. Tous les personnes qui passent par au départ c'était une formation, ça s'est transformé en chantier d'insertion, ont accédé à l'issue à un emploi ou au minimum à un stage. Il y a une personne qui a accédé à un service civique qui n'était pas tout à fait prêt pour travailler. Mais tout ça pour vous dire que les possibilités existent, y compris dans des territoires de pointe. Quand on est dans une logique de bassin d'emploi, on peut aussi favoriser l'accès à l'emploi et à la formation des publics les plus fragilisés. Juste sur cette question, parce qu'elle est très intéressante, parce que vous évoquez le fait des dispositifs, enfin ce dont vous parlez, c'est le plan d'investissement dans les compétences, où il y a eu une grosse action prépa-apprentissage qui permet justement que les jeunes qui ne sont pas prêts à l'apprentissage, parce qu'il y a 20% de rupture dans les formations en apprentissage, puissent se préparer en amont. Ça peut très bien devenir une action pérenne. Rien n'empêche que les régions, dans les enveloppes qui leur sont dédiées, puissent négocier avec l'État pour piloter des actions de sécurisation des parcours d'accès à l'apprentissage. C'est un peu ce que nous, on essaye de défendre, nous, groupe écologiste à la région Île-de-France, permettre qu'il y ait moins de gens qui se cassent la figure une fois qu'ils sont entrés dans la formation. C'est des choses qui peuvent être financées grâce à ces crédits par les régions. Et si j'ose dire, là, c'est avant qu'on puisse changer de majorité au niveau national, mais quand on sera majoritaire au niveau national, toutes ces réformes de la formation professionnelle pourront évidemment être modifiées. On pourra même créer des chantiers écoles qui permettent de passer par des espèces de chantiers d'insertion et d'obtenir une qualification à l'issue du chantier. Je ne fais pas plus long, mais je rebondirai. Moi, je voudrais peut-être... oui, moi je voudrais peut-être faire une réponse par rapport à ce que j'ai entendu sur la question des compétences nécessaires vis-à-vis des emplois qui se créent, et puis la question des entreprises aussi, et la création d'entreprises. Là encore, je fais référence, moi, à aussi des expériences personnelles. J'ai accompagné des femmes pour créer des entreprises en milieu rural. J'ai accompagné tout le développement de l'entrepreneuriat étudiant. Et aujourd'hui, c'est très important. Et à Territoire Zéro Chômeur de longue durée, c'est les gens qu'on a mis hors société qui créent de l'activité qui sont liés aux besoins d'un petit territoire. Donc voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on sait de l'accès à la formation, on sait des choses. On sait notamment que ça dépend énormément de là où on se trouve. Quand on se trouve dans une entreprise qui ne fait rien pour que les salariés puissent se former, on s'aperçoit que les salariés ne se forment pas. Donc, je le dis là pour les salariés, et on peut se dire que ce sur quoi on a à mettre l'accent, c'est l'accès à la formation. Et ça, et puis la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on pense qui est possible pour soi, c'est de se former, d'entreprendre, de s'orienter, non pas parce qu'on s'oriente, on fait des choix professionnels,
en fonction de ce qu'on connaît et du passé, essentiellement du passé. Donc ça veut dire qu'il y a un travail énorme sur, alors là par exemple, de pair à pair. C'est ce qui marche le mieux en termes de j'ai su faire ça, je me suis formée, je me suis passée là de là. J'ai su entreprendre, c'est possible d'entreprendre, comment on fait. Mais c'est un travail, vous voyez, bien en amont de la création d'entreprise, bien en amont de la formation, en amont des choix professionnels. Et c'est là-dessus qu'on doit faire porter notre effort, sur justement ce travail de monde commun, de représentation commune et d'un travail d'appropriation par les habitants, par les personnes elles-mêmes, par les chefs d'entreprise, par les managers, par les conseillers, les accompagnateurs de l'orientation, que c'est une œuvre collective. Oui, alors, sur la question sur l'école, je vous donne rendez-vous. Donc, demain, 16h30, il y aura une table ronde autour de l'école et de sa capacité à faire face aux défis d'aujourd'hui. Donc, on ne va pas le traiter cet après-midi. 3 remarques rapides. Une première remarque par rapport à l'intervention de ma collègue. On se forme pour un emploi. Oui et non. On se forme pour accéder à de la dignité. On se forme pour sortir d'une situation où on est humilié. Et on se forme pour choisir sa vie. Ce qui veut dire qu'une formation qui est d'emblée trop technique, qui ne permet pas d'explorer différentes possibilités, est une formation qui, par son adéquationnisme, risque précisément de jouer complètement, d'être contre-productive complètement. Ce que nous avions proposé en Rhône-Alpes, et qui a parmi les choses qui ont bien marché, et que nous appelions le projet formation-emploi, c'était des formations sur un secteur déterminé, mais dans lesquelles la personne avait la possibilité d'explorer différents types de métiers. Parce qu'on ne peut pas décider de se former et d'investir son énergie au hasard, sur un coup de dé, sur un métier que l'on ne connaît pas, dont on ignore absolument toutes les satisfactions que l'on peut en avoir. Donc il y a ce droit à explorer, à chercher, à regarder. Il y a donc un droit à une certaine gratuité de la formation. Mais gratuité au sens, je peux avoir envie de faire une formation de plombier pendant 6 mois, et puis de ne plus être plombier derrière. Je serai autre chose parce que ça ne va pas me plaire et que je vais décider d'être maçon ou informaticien. Et je pense qu'il faut accepter cette réalité-là parce que c'est la réalité qui correspond au mode de vie des jeunes aujourd'hui et c'est aussi une manière de leur donner plus de chance. Deuxième élément, il en est de la formation comme de la culture. Il ne suffit pas de mettre de l'offre. Il faut créer de la demande. En culture, par exemple, nous avons des statistiques extrêmement précises. Plus vous mettez des théâtres et des salles de concert, plus vous vendez des places, en réalité, moins il y a de gens qui vont au théâtre et au concert. Mais ceux qui y vont beaucoup plus souvent. C'est-à-dire qu'on offre des choses, mais on ne crée pas la demande et l'appétence chez ceux qui ignorent les satisfactions qu'ils pourraient en tirer. Et ça, c'est une question fondamentale de la formation. Pour beaucoup de jeunes, il n'y a pas d'appétence à la formation. Il y a même un rejet de la formation sous ses formes académiques traditionnelles. Et donc, il y a à chercher, on avait essayé de le faire à travers le plan de rattrapage pour les décrocheurs, à travers des activités de projet, à travers des projets où les jeunes vont s'investir. Je ne sais pas, ils fabriquent un canoë-kayak, ils préparent et là, ils découvrent qu'il faut se former et ils découvrent qu'il faut acquérir des compétences. Mais si le jeune n'a pas été impliqué là-dedans, eh bien, il ne fonctionnera pas. C'est pour cela, je m'excuse, je plaide un peu pour ma paroisse, c'est pour cela que la formation doit renouer profondément ses liens avec l'éducation populaire. Avec l'éducation populaire qui, dans les quartiers, doit offrir aux jeunes des possibilités d'activités les plus diversifiées pour que les jeunes découvrent ces activités, pour que les jeunes découvrent le plaisir qu'ils peuvent avoir dans ces activités et qu'ils aient envie après d'aller se former dans ces activités.
Et puis, une dernière remarque sur le droit à l'innovation et à l'expérimentation. J'ai bien entendu ce que vous disiez. Les écoles de production, je les connais bien. Je les ai soutenues quand j'étais vice-président chargé de la formation en Rhône-Alpes. Et non seulement je les ai soutenues, mais c'était parmi les seuls qui, par exemple, acceptaient de me prendre des gamins sans papier. Hein. L'éducation nationale n'a jamais pris des gamins sans papier, ou très difficilement en formation professionnelle. En primaire, oui, mais pas en formation professionnelle. Les écoles de production acceptaient de me prendre des gamins du Mali, des gamins qui venaient. Bon, et donc moi, je suis très favorable aux écoles de production. Il n'empêche que parmi les écoles de production que je connaissais, il y avait le meilleur et le pire. Il y avait des écoles de production où effectivement les gamins étaient dans une logique de participation collective à une activité de fabrication qui rentabilisait leur propre formation, etc. Puis il y avait des écoles de production qui étaient quand même pas loin du travail caché d'enfants. Hein. C'est la raison pour laquelle il faut un service public régional de la formation. C'est la raison pour laquelle il faut que des gens soient en mesure de dire ça on labellise et ça c'est de la formation et ça c'est une innovation qui correspond aux critères éthiques et sociaux et ça au contraire c'est une formation qui est purement marchande, qui est purement d'exploitation et qui ne correspond pas à ce qu'un pays comme le nôtre doit proposer à sa jeunesse. Donc moi je suis pour le droit à l'innovation mais pas à l'innovation libérale. Je suis pour le droit à une innovation dans un service public, non pas qui contrôle tout, mais qui garantit que ce qu'on fait est cohérent avec nos idéaux et ce qu'on veut pour nos jeunes. On doit s'arrêter. Voilà. On doit s'arrêter parce que, alors, la contrainte est vraiment très dure, parce que moi, j'ai été obligée de forcer, voilà, mais on n'a pas pu répondre à tout, évidemment, et vous pouvez tout à fait venir voir les intervenants si vous n'avez pas eu de réponse particulière, mais voilà, il fallait répondre, monsieur qui crée la création d'entreprise, à votre question où madame n'a pas pu répondre, donc voilà, mais on s'arrête là, et merci d'avoir participé. Non, on n'a pas jusqu'à 30, c'est 53 minutes.